Le Gabon est une maison dont les murs sont nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. Mais une maison ne vit que si l'eau coule dans ses canalisations et si la lumière jaillit de ses ampoules. Or, trop souvent, nos robinets restent secs et nos quartiers plongés dans l'obscurité. L'eau et l'énergie ne sont pas des privilèges, ce sont des droits. Elles sont les deux grands souffles qui permettent à une nation de respirer, de grandir, de rêver. Sans elles, le développement reste une promesse suspendue, une route qui ne mène nulle part. Alors, ouvrons le débat. Que valent les promesses face aux attentes? Que valent les projets face aux urgences? Et surtout, que valent les mots face aux vies qui s'éteignent faute d'eau et d'électricité? Merci en tout cas pour votre fidélité renouvelée à GouVactu le MAG sur Gabon Première, une initiative, vous le savez, du secrétariat général du gouvernement afin que les membres de l'équipe gouvernementale viennent nous faire le point sur l'état d'avancement des projets prioritaires initiés par le président de la République, chef du gouvernement. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Alors, ce soir, nous avons réuni dans ce nouveau numéro de GouVactu le MAG ceux qui détiennent les clés, ou du moins une bonne partie du trousseau. Tout d'abord, M. Philippe Tonangoy, ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, c'est le lead. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Tibinda. Voilà, et puis avec vous, M. Marc Abeke, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé du budget. Monsieur le ministre délégué, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Marsat. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de GouVactu le MAG, cette initiative du secrétariat général du gouvernement. Et aujourd'hui, nous parlons de l'accès à l'énergie et à l'eau. Laissez-moi vous situer un tout petit peu le contexte, Monsieur le ministre de l'Énergie. Allez, contexte, le gouvernement engage une réforme historique via une feuille de route de 100 jours, échéance 5 mai 2026, soutenue par un budget de 90 milliards de francs CFA. L'enjeu est de passer d'un modèle en faillite à une gestion performante et transparente. Comme objectif, il y a une performance à atteindre, réduire les délestages à 14 heures par semaine et augmenter le taux d'accès à l'eau et à l'électricité. En termes d'infrastructure, réhabiliter 600 points d'eau ruraux et livrer les chantiers de Bikele, Lambaréné et Mayumba. Alors on parle de réforme également, acter la scission de la SEEG et adopter 13 textes réglementaires. Tout cela dans la transparence puisqu'il faille justifier l'investissement des 90 milliards et garantir la redevabilité des ministres. Monsieur le ministre Tonangoy, ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, est-ce que la situation de ce contexte vous sied ou qu'a-t-il à rajouter? Qu'y a-t-il à rajouter? Merci bien, Monsieur Tibinda. D'abord, je voudrais remercier et féliciter le secrétaire général du gouvernement pour cette initiative importante qui permet aux populations de savoir ce que le gouvernement fait. Monsieur le ministre délégué, je vous dis bonsoir également. Je voudrais, avant toute chose, dire que l'accès universel à l'eau et à l'énergie ne sont pas une espèce de slogan. Il y a une dizaine d'années, les pays membres de l'ONU ont adopté les 17 objectifs de développement durable. Et dans ces 17 objectifs de développement durable, il y a l'objectif numéro 6, qui est l'accès universel à l'eau, et le numéro 7, qui est l'accès universel à l'énergie. Pourquoi l'épithète universel et accès, ces deux épithètes ont été accolées au ministère des Ressources hydrauliques, couramment appelé au Gabon, et à l'énergie. Mais comment définir justement ce concept? Vous dites que ce n'est pas un slogan. Comment le définir dans le contexte gabonais actuel, que vous connaissez et que nous connaissons tous? Très bien. C'est parce que simplement, l'accès à l'eau ne doit plus constituer un privilège. L'accès à l'énergie ne doit plus constituer une espèce d'autre privilège. Les pays ont obligation, je dis bien obligation, de fournir à leur population de l'eau en quantité, en qualité, de manière régulière. C'est la même chose pour l'énergie. Ça voudrait dire que le Gabon manque à ses obligations souvent? Ça ne veut pas dire que le Gabon manque à ses obligations souvent, ça veut dire que le Gabon a pris conscience de cet engagement universel des pays membres de l'ONU pour pouvoir faire en sorte que leur population ait accès de manière
universelle, de manière équitable, de manière permanente à ces deux ressources qui sont essentielles pour la vie, notamment l'eau, mais également pour les domestiques, les besoins domestiques en ce qui concerne l'énergie, mais également les besoins de développement industriel en ce qui concerne l'énergie. Donc, l'épithète qui a été accolée au ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie colle d'abord bien à cet objectif mondial. D'accord. C'est essentiel. Alors, puisqu'on parle effectivement de cet accès universel à l'eau, quel est le constat que vous faites? Quel est votre état d'esprit? Quel est peut-être votre état psychologique également quant aux réalités que vivent les Gabonais par rapport à l'eau et à l'électricité aujourd'hui? Très bien. Nous parlons aujourd'hui des 100 jours, des actions qui sont prévues pour les 100 jours qui partent donc du 5 février, qui sont partis depuis le 5 février jusqu'au 5 mai. Jusqu'au 5 mai. Il faut savoir que ce n'est pas dans les 100 jours que nous allons résoudre tous les problèmes du secteur, qui consiste à faire en sorte que chaque Gabonais puisse avoir de l'eau à son robinet, que chaque Gabonais puisse avoir accès à l'énergie, que chaque industrie puisse avoir accès à l'énergie. Il faut que les Gabonais sachent bien que ce n'est pas en 100 jours que nous allons résoudre ces problèmes. Mais il y a des priorités qui découlent d'un constat, qui découlent d'un diagnostic. Tout à fait. Le diagnostic est simple. C'est un triptyque. Nous avons, ces 20-25 dernières années, enregistré des infrastructures qui n'ont pas été entretenues comme il se doit. Autrement dit, on a un taux de maintenance de l'ensemble des infrastructures sur l'ensemble du territoire national qui ont un taux de maintenance inférieur à 10%. C'est un constat énorme. Deuxième chose, depuis une cinquantaine d'années, nous avons des barrages hydroélectriques, Kingele, Chimbele, la centrale thermique de Port-Gentil à gaz de la SEG, elle a 58 ans, entre 55 et 58 ans. Ces équipements sont d'un certain âge. Ensuite, nous avons des infrastructures hydriques, notamment au niveau de Grand Libreville, où quand vous êtes au centre-ville, ces infrastructures datent des années 1958-1960. C'est dans les périphéries de Libreville, dans le sud de Libreville et au nord de Libreville, que nous avons des infrastructures de stockage, de transport et de distribution de génération relativement nouvelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces 20 dernières années, la convention de concession qui a lié l'État gabonais à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui est le bras séculé de cette politique, cette convention de concession n'a pas été suivie comme il se doit dans les règles. Il a manqué 3 choses. Premièrement, le contrôle régulier de ces infrastructures. Qui devait assurer ce contrôle? C'est l'État. C'est l'État. Donc, via l'Agence de régulation du secteur d'eau et d'énergie. Donc, l'État a failli à ce moment-là. L'État a failli. Deuxièmement. Nous sommes tous responsables. Deuxièmement, il y a que la Société d'énergie et d'eau du Gabon a connu également une évolution qui a été marquée par la privatisation, puis les contrats avec le groupe Veolia, pour ne pas le citer, et qui a conduit, n'est-ce pas, à une situation de cataclysme, je vais dire, entre guillemets, je vais développer ça tout à l'heure, au sein de la Société d'énergie du Gabon. Et troisième chose qui n'a pas marché essentiellement, c'est que le Gabonais n'a pas pris conscience du fait qu'il est le propriétaire de l'ensemble des infrastructures qui ont été confiées à la SEG. Le Gabonais, c'est-à-dire c'est la population, c'est vous et moi. D'accord, tout le monde alors. L'État gabonais est actionnaire à 56% au sein de la SEG, via le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Gabonais est propriétaire, est actionnaire de la Société d'énergie du Gabon. Aujourd'hui, le Gabonais a tendance à pointer du doigt sur la SEG, mais nous sommes propriétaires. Chaque Gabonais a tendance à pointer du doigt alors qu'il est le propriétaire de cet outil. Nous devons changer de paradigme. Nous devons savoir que les problèmes que vit la SEG aujourd'hui ne sont pas les problèmes de la SEG, ce sont les problèmes des Gabonais qui sont les propriétaires de la SEG. Mais peut-être que l'État n'a pas fait en sorte que les Gabonais se sentent concernés. Qu'est-ce que vous attendez des Gabonais finalement? Je le développerai tout à l'heure dans les plans d'action que nous sommes en train de mettre en place, notamment en termes de communication et surtout lorsqu'on parlera de la scission de la SEG en 2 entités complètement différentes, l'une qui va s'occuper de l'eau, l'autre qui va s'occuper de l'énergie. C'est un objectif qui nous a été assigné par le chef de l'État dans la lettre de mission qu'il nous a assignée. Mais il faut absolument que le Gabonais passe de la phase de la complainte, de la déception, vers la prise en compte réelle et la participation à la résolution de ces problèmes. Je m'explique. Dans Libreville, nous avons 45 quartiers. Ces 45 quartiers sont tels que s'il y a une fuite d'eau derrière la maison de M. Tchibinda, l'agent qui est à la SEG ne peut pas savoir qu'il y a une fuite d'eau derrière votre maison.
Ce qui serait souhaitable, c'est que M. Tibinda, en citoyen, puisse prévenir un numéro, un centre d'appel, afin que les services de la SEG viennent intervenir. Oui, mais ça, c'est... Mais ça, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Il faut le mettre en œuvre, il faut le mettre en place. Il faut l'expliquer aux Gabonais, il faut communiquer dessus pour que le Gabonais puisse prendre en main les problèmes. Mais c'est aussi le moindre mal, parce que ces fuites d'eau viennent aussi par défaut ou à défaut de la maintenance qu'il devrait y avoir. Plusieurs raisons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a à peu près un déficit de... Allez, 10%, on a moins de 10% de maintenance de ces équipements. Le réseau hydrique de Libreville n'a pas été entretenu depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Ce sont des tuyauteries qui en fonte, qui en PHD, qui en matériaux, je dirais, de vieille génération. Par exemple, tout le centre-ville est constitué de tuyauteries qui datent des années 1958-1960. Ces tuyauteries sont corrodées. Elles sont rouillées. Les joints ont sauté. Les vannes et autres sont complètement rouillées. Il faut les renouveler. C'est pour ça qu'il faut passer d'une étape, je dirais, de complainte à une étape d'investissement massif. En refaisant, en redessinant, en redimensionnant nos besoins. Et en plus, la population est passée de 650 000 habitants en 1960. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 millions. La population ne cesse d'augmenter. Et notamment Libreville, c'est entre 75 et 80% de notre population. Les quartiers se sont agrandis, les infrastructures de construction se sont développées, mais l'infrastructure hydrique et énergétique n'a pas bien suivi. D'où je reviens à ma question de départ. Quel est votre état d'esprit derrière ce tableau noir que vous dépeignez finalement? Ce n'est pas un tableau noir, c'est un tableau réaliste. Parce que quand il est noir, on ne voit rien. Moi, je vois des choses qu'il faut mettre en place. Premièrement, il faut avoir la lucidité de pouvoir expliquer aux Gabonais la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et pourquoi les Gabonais ont eu l'impression que c'était comme un secret d'État derrière? Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'explication. Est-ce que là, l'État n'a pas failli également? C'est ce que je suis en train de dire, parce que le secteur qui concerne l'eau et l'énergie est régi par une agence qui régule ce secteur. Réguler veut dire quoi? Réguler veut dire qu'il faut tout faire pour que l'ensemble des acteurs respectent les règles de jeu. Ces règles de jeu sont édictées par l'État gabonais. Donc, il a manqué effectivement de la communication. Il a manqué du contrôle. Il a manqué du suivi. Il a manqué des sanctions. Je prends un exemple tout simple. Rapidement. Depuis une quinzaine d'années, l'État gabonais a signé une convention avec la Société d'énergie du Gabon, a mis, je dirais, en location ces infrastructures qui sont la propriété de l'État. Et en principe, c'est comme si vous avez votre maison que vous mettez en location. Que doit faire le locataire? Il doit payer un loyer. Mais ça fait 15 ans que les infrastructures qui sont mises à la disposition de la SEG ne font pas l'objet de loyers payés. Ce n'est pas au propriétaire d'attendre que le locataire puisse venir donner de l'argent, c'est au propriétaire d'aller vers. Et vous me tendez la perche parce que parmi les mauvais payeurs, il y a l'État aussi, le gouvernement. Parmi les mauvais payeurs, il y a l'État. Un tout petit peu. Mais ceci dit, pour ne pas défendre la SEG, il y a 2887 branchements directs au niveau du Gabon. D'accord. Peut-être que M. Tibinda fait partie, mais j'ai vérifié sur la liste, le nom n'y est pas. Dieu merci. Monsieur le ministre, allez, on va avancer un tout petit peu, nous sommes encore dans le diagnostic. Donc finalement, derrière ce tableau dépeint, quelle serait ou quelle est la capacité réelle actuelle de production d'électricité au Gabon et comment expliquer finalement tous ces délestages persistants malgré, les investissements passés, on a envie de dire. Très bien. Le raisonnement que nous tenons est un raisonnement qui n'est pas que librevillois. Vous parlez là du Grand Libreville, les délestages qui sont au Grand Libreville. C'est mieux à l'intérieur du pays, vous êtes sûr? Je suis en train de vous dire simplement que nous avons amélioré, le CETERI a amélioré, le chef de l'État a tenu à ce que nous puissions, dès août 2023, il y a eu un investissement important qui a permis au CETERI d'investir dans plus de 100 transformateurs de puissance. On a investi dans une centaine de forages. On a investi dans une quarantaine de groupes électrogènes qui ont alimenté les 44 centrales de notre pays. Dans les 44 centrales, il y a 20 localités qui ont été touchées. Donc, les problèmes de crise énergétique sont moins ressentis à l'intérieur du pays, sauf Port-Gentil. Et donc, ça, c'est la première chose. La capacité actuelle, finalement, c'est la puissance disponible, nous sommes autour de 325 à 335 mégawatts. Mais nous avons des pics de tension, des pics d'appel qui sont tels que, souvent, au lieu d'être, on a ça comme production, et on peut avoir des pics de 340 à 360 comme appel. C'est ce qui provoque souvent des perturbations. Autre chose,
importante à savoir. La production d'énergie, toute l'énergie qui fournit Libreville, elle est produite dans le sud de Libreville, donc dans la zone de Kango. Précisément à Kingele ou à Chimbele, où nous avons 2 centrales hydroélectriques. Soit dit en passant, à la fin du mois de cette année, nous allons mettre la 3e centrale de cette zone, qui est celle de Kingele Aval, avec 35 MW, qui vont venir s'ajouter aux 160 MW qui existent déjà. Ensuite, nous avons au sud de Libreville la centrale thermique de la Société du patrimoine, qui fournit également à peu près 40 MW dans la ville de Libreville. Et nous avons la centrale d'Agreco, qui fournit en principe de manière contractuelle 100 MW, 105 MW, mais qui fournit aujourd'hui entre 50 et 60 MW. Et enfin, nous avons Car Powership, c'est un bateau qui fournit de l'énergie, contrat qui a fait couler beaucoup d'encre, qui nous fournit également entre 80 et 100 MW. La conjugaison de tout ceci fait en sorte que lorsque toute cette énergie est injectée dans un réseau, techniquement, il faut réunir 2 conditions pour que le réseau soit stable. La première condition, il faut que la tension, donc le voltage, puisse être strictement le même pour chaque producteur. Partout. Et enfin, la fréquence. La fréquence doit être exactement la même. Si chaque opérateur injecte dans le réseau de Libreville, qu'on appelle le RIC, le réseau interconnecté Libreville, la même tension, à la même fréquence, on n'aurait pas des perturbations sur le réseau. Le réseau est déjà vieux d'une 60aine d'années, les câbles sont écruits, les protections sont obsolètes, et donc nous avons un réseau qui est dit instable. C'est la raison pour laquelle, en termes de... Il y a ces coupures il y a des coupures intempestives, il peut y avoir des travaux programmés, comme il peut y avoir des délestages. Parce que le Gabonais confond la coupure intempestive, le délestage ou les travaux programmés. Merci à vous, Monsieur le Ministre, pour ces quelques précisions. Le temps de nous retourner vers le ministre délégué à l'économie. Alors, vous nous corrigerez si les chiffres sont quelque peu erronés. Selon nos investigations, 171 milliards de francs CFA pour le secteur eau, électricité, c'est colossal tout de même. Pourquoi ces investissements passés, finalement, n'ont-ils jamais produit les résultats escomptés? Où serait passé l'argent? On a envie de se poser la question, de savoir où est passé l'argent, finalement. Bon, ce que l'on peut dire tout de suite, c'est que le niveau réel de l'enveloppe globale est de 170,9. C'est le budget retenu pour le secteur eau et énergie. Et énergie. Voilà. Donc, plus précisément, pour le secteur eau et énergie, 158 milliards et 13 milliards pour la radioprotection. La radioprotection. On parle là du budget annuel, c'est ça? Oui, voilà, globalement. Ce sont les ressources prévues pour accompagner le secteur eau et énergie. Bon, vous comprenez que la pollution énergétique aujourd'hui est faible, donc le gouvernement a souhaité, pour booster ce secteur, de mettre une enveloppe conséquente pour accompagner le développement de ce secteur. Alors, on peut imaginer qu'il y a eu autant d'investissements les années passées. Où est passé l'argent finalement? On peut pas le confirmer. Parce que le ministre nous a quand même dépeint un tableau assez sombre. Non, le ministre vous présente la réalité de la situation d'aujourd'hui, mais je ne peux pas confirmer que le même niveau de moyens a été mis à disposition. D'investissement, ça pose un problème tout de même. C'est ce que je tentais de vous dire. Je ne peux pas confirmer ici que le même niveau d'investissement était prévu dans le cadre des budgets antérieurs. Okay? Donc il faut aussi dire que là, peut-être que les gouvernements passés n'ont pas pris la mesure donc des détériorations de l'entretien de nos équipements confiés à la SEG, notamment en exploitation. D'accord. Alors, le budget est une chose, le décaissement en est une autre. Quel serait le taux de consommation réel des crédits d'investissement dans votre secteur au cours, allez, on va dire, des 12 derniers mois? Bon, ce que l'on peut dire, que le taux de consommation, il est quand même assez faible. Il faut dire que derrière, le budget s'exécute aussi bien en dépenses qu'en recettes. Donc, il est important, on prévoit un niveau de recettes à couvrir pour accompagner le secteur, mais il faut que derrière, la mobilisation de ressources soit effective pour permettre donc à la ressource de financer les projets enregistrés et prévus. Donc, nous allons essayer de faire au mieux pour accompagner les sectoriels à réaliser donc les engagements qui ont été pris pendant la période des 100 jours, aussi bien toute l'année.
Alors, vous faites bien de parler de cette période de 100 jours. Monsieur le ministre de l'Énergie, quels sont finalement les constats majeurs, on va dire, qui ont conduit à l'élaboration de cette feuille de route de 100 jours, pour ce qui concerne bien sûr votre secteur, l'énergie et l'eau? Merci bien, Monsieur Tibinda. Avant que de venir sur votre question, je voudrais rappeler la méthodologie que nous avons utilisée. Nommé à la tête du ministère, on a commencé par faire une seule chose, le diagnostic. Mais un diagnostic opérationnel de toute la situation hydrique et énergétique sur l'ensemble du territoire national. Premièrement, un diagnostic. Deuxièmement, il a fallu faire un plan d'action, un plan d'urgence, un plan minimum d'investissement d'urgence. Lié au diagnostic qui a été fait. Lié au diagnostic qui a été fait. Il découle. Et le diagnostic donnait quoi? Ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, des infrastructures complètement obsolètes, des infrastructures non renouvelées, des infrastructures non maintenues. Et évidemment, une situation de contrôle et de régulation qui ne suivait pas. Ça, c'est le premier diagnostic. Deuxième chose, après le plan minimum d'investissement d'urgence, nous avons élaboré, et nous sommes en train d'élaborer, la politique énergétique et la politique hydrique du Gabon. Je m'excuse d'insister sur ce point, il est essentiel. Nous disposons au niveau du ministère de ce qu'on appelle des plans sectoriels. Un plan énergétique, un plan hydrique, ou parfois, je vais dire, des schémas directeurs sur le développement énergétique sur 5, 6, 7 ans. Une politique énergétique ou une politique hydrique dans un pays comporte 5 choses. La première chose, c'est la vision. La vision du chef de l'État, c'est une vision qui nous a exposée sur ces 7 ans de mandat, mais que le PNDC élabore sur à peu près 25 à 30 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le projet de société sur lequel, à la base duquel le chef de l'État a été élu. Donc, nous avons adopté cette vision sur le projet de société. La troisième chose, c'est qu'il y ait une territorialité du plan d'action. Un schéma directeur peut toucher une zone, une région ou un quartier, mais une politique touche l'ensemble du territoire national. Donc, nous avons élaboré un schéma sur la territorialité du pays. Et enfin, il faut jalonner toutes ces étapes par un budget d'investissement. Et cette planification se matérialise par une espèce de validation de ce dossier qui se transforme en fait en loi de programmation. Et elle est validée par le peuple gabonais qui est représenté à l'Assemblée nationale. Donc, la loi de programmation que nous sommes en train de préparer découle donc de ce travail. C'est la raison pour laquelle, dans cette loi de programmation, nous avons prévu, par exemple, pour les 7 premières années, de demander en investissement une somme d'à peu près 300 milliards de francs CFA par an sur 7 ans. Ce qui nous a mené à peu près à 2100 milliards que j'avais annoncé il y a quelques temps. Donc, les 2000 milliards que nous avons annoncés il y a à peu près 3-4 mois découlent de cette approche thématique. Donc, pour revenir maintenant à votre question de manière très, très précise, elle n'est que la priorisation en termes d'eau et d'énergie sur l'ensemble du territoire national des priorités absolues qui touchent le domaine rural, donc les 3044 villages, qui touchent nos 52 communes, qui touchent nos 48 chefs de département et qui touchent nos 9 chefs de province, avec essentiellement Libreville, Port-Gentil, OIM et Franceville qui constituent vraiment les points chauds qu'il faut éteindre rapidement. Alors, voici l'approche. Voilà, une bonne approche de grands programmes, de grands projets, des plans semble-t-il bien établis. Entre-temps, les Gabonais nous regardent et puis on parle effectivement, vous avez dit que ce n'était pas un slogan d'accès universel, mais comment justifier finalement ce terme d'accès universel quand les quartiers entiers de Libreville, par exemple, puisque nous sommes à Libreville, n'ont pas vu une goutte d'eau au robinet depuis des mois pour certains quartiers, n'est-ce pas finalement un abus de langage? Très bien. Monsieur Tibinda, les budgets de l'année 2026 ne sont pas encore décaissés. On élabore un plan sur la base d'un constat. J'étais nommé au ministère en charge de l'énergie le 5 mai 2026. Ça fait 6-7 mois. Ce constat est tel qu'on a besoin d'investissements massifs. Je vous ai dit que ces 20-25 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement. Et les budgets auxquels vient de faire allusion monsieur le ministre ne concernent que les prévisions de 2026. Et dans les 100 jours, nous avons 19 projets qui vont représenter à peu près 73 milliards dans le secteur de l'énergie. Et nous avons 23 projets
qui vont coûter, après le différentiel pour arriver à 90 milliards dans le domaine de l'eau. Pour faire quoi? Pour faire de manière concrète ce que vous avez cité tout à l'heure. On a dans chacun de nos villages 600 AEV à réhabiliter. 600 points d'eau dans chacun de nos villages, dans 600 villages. Nous avons 3044. Nous avons à Libreville des bornes fontaines qui existent. Ces bornes fontaines qui existent ont été abandonnées à elles-mêmes depuis pas mal de temps. Donc il nous faut réhabiliter ces 120 bornes fontaines. Nous avons dans 9 quartiers de Libreville 36 forages à finaliser. Les travaux ont commencé, mais ces forages nécessitent d'être finalisés. Ça, c'est l'exemple, par exemple, de Libreville. C'est du concret. Nous avons à Avec un échéancier également bien défini. Dans les 100 jours. Court, moyen, dans les 100 jours. Ce sont les projets de 100 jours dont je vous parle. C'est-à-dire qu'au 5 mai 2026... Nous devons, sous réserve de la disponibilisation des fonds que nous cherchons à gauche et à droite, pouvoir réaliser cela. Et le chef de l'État a dit une chose très fondamentale. L'eau et l'énergie, c'est essentiel. C'est le domaine de la souveraineté nationale, c'est le domaine de... allez, on va dire, de l'orgueil national. Et on doit agir. On se doit d'agir, on se doit de faire quelque chose pour que quelque chose puisse être fait. D'accord. Il faut faire le nécessaire pour que le nécessaire soit fait. Donc, rester atone ou rester inactif ne serait pas du tout acceptable. Et nous ne sommes pas là pour pouvoir continuer à pleurnicher sur les constats. Le Gabonais, oui, parle des constats, parle des conséquences. Les conséquences, c'est ne pas avoir l'eau au robinet. Mais quelle est la cause? Nous attaquons les Le Gabonais parle surtout du vécu, de ce qu'il subit au quotidien. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Quand est-ce que le Gabonais a commencé à constater qu'il n'y a pas d'eau dans son robinet? Ce n'est pas avant-hier soir. Ça fait lurette, ça fait plusieurs années. Merci bien. Ne me demandez pas à moi, tout de suite, qui vient d'arriver, de venir réparer ce qui a commencé à détériorer. Sauf que la situation semble la situation ne peut que s'aggraver. Tout à fait. Nous faisons ce qu'on appelle du pansement. Ces dernières années. Chacun de nous a déjà eu au moins une blessure un jour. Chacun de nous a déjà eu au moins, ne serait-ce qu'une égratignure un jour. Lorsqu'on fait un pansement, il faut prendre du mercurochrome, du paradrap, du désinfectant, et vous pansez la blessure. Est-ce que c'est immédiatement que la blessure est soignée? Non. Il faut quelques jours. Parfois, il faut changer le pansement. Donc, il faut un peu de temps. C'est ce que je voulais dire par là. Est-ce que vous allez continuer en mode de pansement ou finalement... Ah non, justement. On ne veut plus aller au pansement. On va aller vers les mots originaux. Ce n'est pas la peine d'aller vers les pansements. On a toujours travaillé par du pansement. On va aller aux causes profondes. Et pour attaquer les causes profondes, il faut investir. Il faut investir dans les hommes, nous les avons. Il faut investir dans les technologies, nous les avons. Il faut investir dans les moyens. Nous sommes en train de nous mobiliser pour pouvoir les avoir. Mais surtout, il faut investir dans la prise en charge effective de ces dossiers. Et puis une orthodoxie financière pour que l'argent qui est mobilisé puisse aller effectivement vers les dossiers pour lesquels on a besoin des résultats. Voilà, nous avons aujourd'hui des délestages, ce qu'on appelle couramment, régulièrement des délestages. Mais ce ne sont pas que des délestages. Voyez-vous, le câble qui alimente tout Libreville, un 90 kV, qui part de Vendo et arrive à Bisségué, qui est le poste névralgique d'arrivée de l'énergie de Kingele et de Vendo à Libreville, avant de dispatcher dans tous les quartiers. Le câble qui part de Vendo à Libreville, il a 37 ans. Ce câble est d'une certaine génération. Et la capacité de transport de ce câble aujourd'hui est telle qu'on a de l'énergie qui ne peut pas transiter. Donc, la semaine dernière, dimanche dernier, la Société d'énergie du Gabon a dû communiquer en disant que de 5h30 jusqu'à 13h, nous allons pouvoir couper le courant dans Libreville, comme on dit, pour permettre le remplacement de certains secteurs de ce câble. Ça, ce n'est pas du délestage. Ça, c'est ce qu'on appelle des travaux programmés. Il faut que le Gabonais comprenne qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Sans casser les œufs. Alors, lorsqu'on parle de ne pas pouvoir faire d'omelette sans casser des œufs, est-ce qu'on a l'impression, au regard de, du découpage de ces délestages, que même lorsque une fourchette est donnée, la dernière fois, ils ont parlé de 5h à 14h. Il y a certains quartiers qui, malheureusement, eux, sont souvent les premiers délestés et les derniers réhabilités en termes d'électricité. Vous n'avez pas eu de plainte de ce genre? En tout cas, nous sommes bien placés pour vous parler, par exemple, du quartier de Nzangi. On a l'impression que c'est là-bas que se passent toutes les expériences où on a envie peut-être de tester la patience des populations. C'est une impression. Elle peut être vraie, comme elle peut être fausse. Et Nzarion, c'est plusieurs quartiers dans Nzarion.
Il y a plusieurs zones dans Zaïon qui sont alimentées par plusieurs sources énergétiques, plusieurs transfos, mais également plusieurs sources hydriques. Il y a une partie des Zaïon qui est arraisonnée en eau, une autre partie qui n'est pas arraisonnée en eau, parce qu'il y a aussi des citoyens gabonais. Je ne parle pas que d'eau, monsieur le ministre. Je parle de l'électricité également. D'accord. C'est la raison pour laquelle un quartier comme Zaïon n'est pas alimenté que par un seul transformateur. Zaïon, c'est aujourd'hui, l'un des quartiers les plus populaires de Libreville. Donc, il peut avoir 5 ou 6 postes de transformation. Un incident peut arriver sur une zone et dans le même quartier. Mais ça s'appelle des incidents de trajet. Par rapport aux horaires qui sont indiqués, il faut bien qu'on lise 16 heures de coupure ou de délestage sont données à titre indicatif. Nous comptons sur vous, la presse, pour relayer ces messages. Il peut y avoir des aléas. Il peut y avoir des aléas technologiques, il peut y avoir des aléas techniques, de manière à ce qu'on a prévu de faire cette tâche en 1 heure. Mais finalement, on se rend compte qu'un simple écrou, qui est rouillé depuis 15 ans, pour le couper, il fallait chercher un chalumeau qu'on n'a pas sur place. D'accord. Alors, donc, il y a des aléas. Et lorsqu'on donne des heures, elles sont des heures qui sont tout à fait indicatives. Pour ceci dit, je ne suis pas l'avocat du diable, l'avocat de la SEG, mais dimanche, à 5 heures, il y a eu la coupure. Il était prévu que l'électricité soit rétablie à 13 heures. Elle était rétablie à 12h47. Sauf à Zaïon Nouvelle Cité. Sauf à Zaïon Nouvelle Cité. Donc je sais de quoi je parle. Et je sais pourquoi Zaïon Nouvelle Cité n'a pas été. Parce que simplement le départ des Bisségué a eu un déclenchement intempestif à cause d'un problème de court-circuit qu'il y avait à Zaïon même. On a l'impression. C'est pas une impression. C'est la vérité. Il y a coupure. À Zaïon Nouvelle Cité, ça va très vite. Alors changer de carte. Et souvent pour revenir. Alors, vous parliez de ce vaste programme quand même qui vous met un peu la pression parce que pour les 100 jours, on va dire, monsieur le ministre délégué à l'économie, vous êtes également concerné parce que je suppose qu'il faut une véritable complicité, il faut des séances de travail, il faut des échanges. Comment se passe finalement réellement la coordination entre vos différents départements? Nous aurions aimé avoir sur ce plateau madame la ministre à la planification, le ministre des Travaux publics, mais au nom de la complicité gouvernementale, je pense que vous avez également des éléments de réponse. D'abord par rapport à cette complicité gouvernementale pour que ces projets prioritaires, l'accès à l'énergie justement et à l'eau soit une réalité finalement pour les Gabonais. Cette complicité, allez-y. La première chose que nous avons dû demander à l'ensemble des administrations sectorielles, c'est de transférer à notre département les plans de passation de marché, qui sont des documents importants pour évaluer le niveau donc, de la commande publique et pour permettre ensuite aux administrations sectorielles de passer les marchés, retenir les fournisseurs qui doivent nous accompagner dans la réalisation de ces différents projets. Ça, c'est la première étape. Donc, la célérité mise dans le cadre donc, de l'établissement des plans de passation de marché semble être la première action urgente pour les administrations sectorielles. Dans le cas présent, certaines administrations sectorielles, donc, notamment dans le cas du ministère de l'accès à l'eau et à l'énergie, nous avons reçu des plans de passation de marché qui ont été validés. C'est un travail que nous avons réalisé ensemble. J'ai dû contacter le ministre suffisamment à temps pour qu'il nous transfère ces documents qui ont été déjà pris en compte au niveau de la Direction générale des marchés publics. Voici un premier travail qui a été réalisé. Ensuite, ce qu'on doit attendre des administrations sectorielles, ce sont les passations donc, de marché, retenir les entrepreneurs, les entreprises qui doivent les accompagner dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Et je pense que là également, le travail est fait. Et ensuite, nous, on va passer des engagements, la mise à disposition des crédits, pas sur le plan financier, donc les engagements nécessaires à la prise en compte des éléments de base donc de financement, les engagements, les ordonnancements. Et ensuite, au niveau de la trésorerie, payer les entreprises qui ont été sélectionnées donc, dans le cadre des travaux réalisés et livrés. Voici un peu la procédure donc, de déblocage donc, des moyens mis à disposition. Le budget est là. Maintenant, il faut le consommer. Pour le consommer, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut réaliser, comme je viens de décrire. Et c'est ce que nous attendons. Et je pense qu'au niveau du ministère de l'Énergie, le travail en amont est suffisamment fait. Nous attendons simplement la mise en route et les projets sont bien maîtrisés par le sectoriel et nous pensons que rien... Vous attendez la mise en route, c'est-à-dire la mise en route
Non, je suis en train de vous dire qu'il y a un démarrage. Il y a des travaux en amont à réaliser. Il faut d'abord les plans de passation de marché. D'accord. L'administration sectorielle doit passer. Donc, dans le cadre du sujet du jour, le travail a été effectivement réalisé. Et ensuite, il faut le choix donc, des entreprises commises aux travaux. Là également, je pense que le travail est fait. Et ensuite, les engagements nécessaires, tout ce travail est réalisé en amont par l'administration sectorielle et pris en charge ensuite par l'administration financière qui nous engage pour le règlement des entreprises ayant effectué les travaux. Ça veut dire que le ministère dont vous avez la charge, vous êtes ministre délégué, vous garantissez quelque part là aux Gabonais que par rapport à ce qui est prévu, notamment pour les 100 jours, la caisse est disponible. Non. Il y a une différence entre la caisse et la disponibilité des crédits nécessaires. Ce qu'on peut dire que le ministère de l'accès universel à l'eau a les crédits nécessaires pour couvrir les actions à mener dans le cadre des 100 jours. Maintenant, derrière de notre responsabilité, c'est de mobiliser les ressources nécessaires parce que le budget s'exécute aussi bien en dépenses qu'en recettes. Donc, nous devons faire un effort pour mobiliser suffisamment de ressources pendant la période donnée, à l'effet donc de soulager les administrations sectorielles dans l'accompagnement financier. Alors, Monsieur le ministre de l'Énergie, en fait, l'accès à l'eau et à l'énergie, au 5 mai, c'est cela, au 5 mai 2026, donc à terme, aux 100 jours, à quoi les Gabonais peuvent-ils s'attendre en termes d'amélioration de leurs conditions par rapport à l'eau et à l'énergie? Très bien. De manière concrète, on a un certain nombre d'indicateurs. D'abord, je voudrais remercier le ministre du Budget pour la célérité avec laquelle ses collaborateurs et mes collaborateurs ont eu à travailler. Nous avons effectivement eu les plans de passation de marché qui nous ont pris beaucoup de temps. On a appris beaucoup de choses pour faire en sorte qu'il y ait le moins de couacs ou d'erreurs possibles. Ensuite, nous sommes passés au marché public qui nous ont envoyé un certain nombre d'amendements qui ont été immédiatement corrigés. Les plans de passation de marché sont partis. Et jusqu'à hier encore, j'ai signé l'essentiel des marchés sur les 43 projets que nous avons. Donc ça, c'est déjà une étape extrêmement importante. Je voudrais ajouter que, hormis le RG, donc le budget gabonais, nous avons pris l'initiative de faire en sorte que les financements extérieurs, c'est le cas par exemple de ce que la Banque mondiale vient de mettre à disposition du Gabon, il y a 185 millions de dollars, mais c'est pour encore des projets d'eau et d'énergie à travers le Gabon. Ce n'est pas demain que ça va être décaissé, mais ce sont au moins des niches sur lesquelles nous allons pouvoir planifier nos actions. C'est une ressource disponible. Ensuite, nous avons également mis en place ce que nous avons appelé le plan Marshall, en disant que sur une période de 1 an ou 2 ou 3, j'avais écrit au vice-président du gouvernement qui a saisi le ministre en charge du pétrole, qui a saisi le ministère de l'économie et des finances, voir la faisabilité, pour que 1% de notre PID-PIH puisse être exceptionnellement affecté au projet d'eau et d'énergie qui ne pourrait pas être couvert uniquement par le budget de l'État. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Dans la feuille de route, dans la feuille de mission qui est la mienne, assignée par le chef de l'État, je me dois également de dénicher, n'est-ce pas, les sources de financement que les financiers eux-mêmes pourront ensuite compléter. Alors, vous n'avez pas directement répondu à ma question. Pour répondre à votre question. Voilà, au 5 mai. Pour répondre à votre question, au 5 mai, au 5 mai, les 23 projets qui sont sur la feuille de route des 100 jours, nous viendrons les pointer ici ensemble, avec pour objectif, par exemple, de diminuer les délestages. Si on a pris une moyenne de 18 heures de délestage par mois, il faut qu'on descende vers 14 heures, par exemple. On a ensuite un taux, je dirais, de perturbation. Ce sont des KPI techniques. Un taux de perturbation des lignes qui font en sorte que chaque semaine, nous allons pouvoir avoir des travaux pour que les perturbations sur les lignes ne puissent plus être aussi prépondérants que maintenant. Donc, il faut qu'on les baisse d'à peu près 15%. Nous avons, en termes d'objectifs, de faire en sorte que le nord de Libreville... Il faut que ce sera fait, monsieur le ministre. Il faut que ça se fasse. Je ne peux pas vous dire que ce sera fait. Vous et moi, on peut ne pas être là, il y a 5 mai. Donc, il faut que ça se fasse. Donc, au nord de Libreville... Il n'y a pas la garantie, c'est ça? Bien sûr qu'il y a la garantie. La garantie, c'est notre volonté.
Monsieur le ministre a dit que les financements doivent suivre en fonction des recettes que nous allons pouvoir avoir. Mais nous devons tout faire pour que, par exemple, dans le nord de Libreville, où on a un gros problème de mise en contrainte des postes de livraison d'électricité, ça veut dire que tous les postes qui sont là-bas sont des postes qui sont saturés. Donc, on a un plan, on a prévu de pouvoir faire des extensions de lignes, d'une part, mais aussi amener de l'électricité à plusieurs zones dans le Grand Akanda pour avoir l'énergie. C'est un programme concret que nous avons dans les 100 jours. Nous avons à Port-Gentil l'extension du réseau au niveau de Ntchenge. Nous avons à Franceville l'alimentation de Franceville 2 en eau. C'est un gros problème au jour d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas la liste avec moi, mais nous avons des listes, des dossiers concrets, précis, qui sont financés aussi bien sur la base du budget de l'État, mais aussi les sociétés du secteur. CETEG s'est engagé à faire tel travail. La SEG s'est engagée à faire dans les tel projets dossier. que vous venez de citer, là, Port-Gentil, Franceville, au 5 Ça, c'est au niveau de la SEG. il y aura Au 5 mai, il y aura amélioration. une amélioration. Visible. Absolument. Vous n'avez pas parlé. Nous avons, par exemple, lancé le remplacement des turbines à la centrale thermique de la SEG à Port-Gentil. Ces turbines, j'étais à Port-Gentil il y a 2 ou 3 semaines, elles sont déjà en cours de montage. Nous avons été à Mayumba pour réceptionner la centrale IPP de Mayumba qui est prête à injecter dans le RIC du Sud 8 MW qui sont disponibles. Il manque un bout de ligne entre le village de Bomo et Tibanga. Ce sera terminé au mois de juin. Alors, il manque toujours un petit quelque chose pour que ça soit opérationnel. Aujourd'hui, les Gabonais ont besoin de sentir finalement la différence. Mais alors ça, c'est la quoi de planifier s'il faut que ce soit immédiat. Il faut bien qu'on planifie. Il y a le court, le moyen et le long terme, on est d'accord. Je vous parle là des projets de 100 jours. Je ne vous parle pas là des projets de septembre ou deuxième semestre. Je parle là des projets de 100 jours. 100 jours, très bien. Et dans les 100 jours, à partir du mois de mai, nous allons pouvoir monter en tension, pas en tension, mais du moins la charge de l'eau à la centrale hydroélectrique de Kingele-Aval. Il faut à peu près 4 mois pour remonter le niveau de l'eau avant de produire l'énergie. Nous avons prévu de le lancer dans les 100 jours. D'accord. Ouais. Alors, dans les 100 jours, vous n'avez pas parlé de ces structures très, très sensibles, les structures de santé, qui, on le sait, qui manquent cruellement d'eau. Ne faudrait-il pas justement définir également un protocole de desserte prioritaire pour les hôpitaux, au même titre, par exemple, que les particuliers, pour garantir des conditions d'hygiène vitales? Alors, nous avons... Qu'est-ce qui est prévu pour les structures de santé? Très bien. Nous avons 4 grandes structures hospitalières à Libreville. Il y a des projets qui sont prévus pour leur apporter de l'eau, mais sous forme de forage. Ces forages sont déjà en cours, là où je vous parle. Au niveau de l'hôpital général, par exemple, il y a un château d'eau métallique qui est prévu au niveau, juste en face du site qui abrite le siège de Mouf Gabon, de Libertis. Il y a au niveau de l'hôpital d'Akanda, l'hôpital d'Ovendo, des forages qui sont également en cours de réalisation. Je dis bien en cours de réalisation, où les études sont terminées. Donc ça, c'est au niveau des infrastructures hospitalières dans le Grand Libreville. Mais ceci dit, ce ne sont que des solutions, je dirais, palliatives. Ceci dit, les zones de ces hôpitaux ont des réseaux hydriques qui sont de très vieille génération et qu'il faut renouveler. À long terme? Pas à long terme. À moyen terme? À court terme. Le court terme, c'est 1 an. Dans un projet hydrique, il faut avoir fait des études. On ne pose pas une canalisation n'importe comment sans faire des études. Les études prennent entre 3 et 4 mois. Ensuite, il faut commander le matériel qui n'est pas fabriqué ici. Il faut 2 ou 3 mois pour le faire venir. Ensuite, il faut l'adjudication, passer le marché et le mettre en place. Il faut 1 an, grosso modo, pour faire ce genre de choses. Donc, réhabiliter les réseaux d'adduction d'eau dans Libreville prend beaucoup de temps. Même si on est d'accord aujourd'hui que les Gabonais, pour l'instant, dans la détresse, attendent des résultats à court terme également, là. Je suis entièrement d'accord, mais il faut que le Gabonais intègre le fait que... ce n'est pas par un claquement de doigts que le chef de l'État, que le gouvernement, que les membres du gouvernement vont venir leur dire que c'est demain matin que ça va se faire. Il faut des infrastructures sérieuses qui doivent tenir 20-25 ans. Voyez-vous, je vous ai dit que le centre de Libreville a été installé sur le plan hydrologique dans les années 1958. Ça fait 68 ans. Donc, quand on investit dans ce genre d'ouvrage, ce n'est pas pour durer 2 ou 3 ans. C'est pour 2 ou 3 générations.
Et quand on investit pour 2 ou 3 générations, on investit sérieusement, on investit massivement. Tous les pays, M. Tibinda, qui sont passés par notre stade aujourd'hui, ont dû passer par une phase d'investissement massif. Je parle du Sénégal, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Botswana, je parle du Zimbabwe, et même l'Afrique du Sud. Donc, le benchmarking que nous avons fait nous permet de dire que ce n'est pas demain matin qu'on va pouvoir trouver des solutions immédiatement dans tous les robinets de tout Libreville. Ce n'est pas possible. Mais il faut faire confiance aux gens qui sont là. Entre-temps, les Gabonais sont dans la détresse. Alors, vous parlez Non, de en ces tant que Gabonais, c'est pas dans la détresse. En tant que Gabonais, il faut accompagner. sont dans la détresse, monsieur le ministre. Il serait souhaitable en que le termes journaliste, d'énergie et d'eau. que le monde du journalisme accompagne le mindset des Gabonais pour dire que ensemble, nous devons faire un effort de comprendre qu'il faut qu'on investisse, qu'on coupe la tranchée, qu'on installe le tuyauterie, l'eau va arriver. Plutôt que de leur dire, on est dans le détresse. Il faut nous aider, il faut nous accompagner dans la presse. Non, mais ce n'est pas nous Dans qui la disons compréhension. Gabonais qui sont dans la détresse. Vous-même, vous décrivez. Tous les Gabonais sont dans la détresse. Effectivement, vous faisiez tout un constat, le diagnostic des infrastructures d'eau qui montre des canalisations datant de plusieurs décennies. Vous l'avez dit, vous avez parlé des châteaux d'eau également. Pourquoi privilégier de nouveaux châteaux d'eau, monsieur le ministre, plutôt que de réparer des fuites qui perdent 40% de la production? Très bien. Voyez-vous, il y a 20 ans, qu'était à Kanda? Rien du tout. Il y a 30 ans, est-ce qu'on parlait d'Alenakiri? Pas du tout. Il y a 40 ans, qui savait qu'on pouvait avoir des maisons au niveau de Malibé 1, Malibé 2? Personne. Donc, ça veut dire que les infrastructures de construction ont avancé avant que la ligne électrique ou la ligne d'alimentation d'eau n'avance. Donc, c'est un schéma directeur qui n'a pas été correctement suivi. Monsieur Tibinda, il faut qu'on rattrape cela. Ça prend malheureusement nécessairement du temps. Oui, la population a augmenté, elle a cru d'à peu près 5 ou 6% par an, mais les infrastructures n'ont pas du tout avancé, voire du tout évolué. Voilà la problématique que nous avons de manière essentielle. Pour ça, il faut être lucide et dire au peuple que oui, nous avons des problèmes. On a commencé par faire du pansement, mais il faut qu'on passe du pansement à la chirurgie. C'est aussi simple. D'accord, et cela nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens Monsieur le et un ministre. peu de temps. Monsieur le ministre délégué à l'économie en charge du budget, le SIGFIP est souvent décrit comme un verrou qui finalement bloque les projets par la lenteur administrative décriée. Comment garantissez-vous qu'il ne s'agira pas ou qu'il ne s'agira pas d'excuses en tout cas pour excuses tout trouvées pour justifier les retards des 100 jours? Non, je ne pense pas que le système intégré de gestion de finances publiques est un moyen pour stopper les engagements de l'État. Bon, C'est plutôt quand même une application. des lenteurs administratives. Non, c'est une application pour garantir la sincérité de l'exécution budgétaire. Parce que là, dans cette application, vous allez avoir le flux des dépenses et également le flux de ressources. Le flux de ressources comparé au flux des dépenses va nous permettre, nous, de bien assurer la programmation des prises en compte du flux des dépenses qui arrivent. OK? Donc, on n'aura pas deux applications séparées. Pour faire un meilleur plan de trésorerie, tout le monde se plaint qu'il y a plusieurs engagements qui ne sont pas réglés, plusieurs ordonnances qui ne sont pas réglées. Mais parce que si on engage sans tenir compte de la réalité de la caisse, c'est normal qu'on arrive avec plusieurs ordonnances non réglées. Donc, l'avantage d'avoir un système intégré de gestion de finances publiques, c'est qu'on a les deux flux, parce que je vous disais tout à l'heure que le budget s'exécute aussi bien en dépenses qu'en recettes. Okay? Donc, vous avez le flux de ressources qui arrive et le flux des dépenses. Bon, pour fluidifier ces deux sources qui vont alimenter la même application, il faut s'assurer du niveau de ressources qui vont venir absorber le niveau des dépenses. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas tant une application qui est mise en place pour freiner l'exécution du budget, mais c'est plutôt une application qui est mise en place pour garantir la sincérité de l'exécution budgétaire. Alors, vous nous corrigerez, vous parlez de 90 milliards de francs CFA pour la feuille de route. Cette somme est-elle réellement disponible ou s'agit-il d'une intention d'emprunt, encore une fois? Non, ce qu'on vous a dit, le ministre tout à l'heure dans son narratif vous a bien expliqué le modèle économique qui vont accompagner son secteur. Il y a des projets financés par PPP, partenariat public-privé. Il y a des projets qui seront financés via la PID,
Il y a des projets qui seront financés via donc des emprunts, on vous a dit, donc une mobilisation des ressources via la Banque mondiale, on vous a indiqué. Et il y a des projets qui seront financés par des ressources propres. Mais vous dire que 90 milliards, c'est l'enveloppe globale qui est prévue pour financer les projets prévus dans le cadre des 100 jours. Mais ça ne veut pas dire que les 90 milliards vont sortir des ressources de l'État. Je ne pense pas. OK? L'État, donc l'État gabonais, via le ministère du Budget, fera le nécessaire pour accompagner le secteur de l'eau et de l'énergie, de telle sorte qu'ils atteignent leurs objectifs dans le cadre des 100 jours. Au mieux, en fonction, donc, comme je le disais tantôt, de la disponibilité des ressources collectées dans le cadre des 100 jours. D'accord. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette situation. D'accord. Monsieur le ministre de l'accès à l'eau et à l'énergie, comment comptez-vous concrètement, allez, on va rentrer dans le concret, comment comptez-vous concrètement réduire les délestages de 18 heures à 14 heures par semaine d'ici au 5 mai? Très bien. Mais par des travaux sur 3 choses. On doit réduire les délestages par l'amélioration des lignes. Ce sont les lignes qui transportent l'énergie. Ces lignes sont aujourd'hui des lignes friables, on va dire très fragiles. Donc nous sommes en train de commencer par faire des travaux sur ces lignes. Dimanche dernier, on en a parlé, un tronçon de ligne de Vendo vers Bisségué a fait l'objet d'un remplacement. Donc c'est pour fiabiliser le transport. Toute la zone qui part de Bisségué, toute la ligne qui part de Bisségué vers le grand nord de Libreville, c'est une ligne qui est enterrée. Et donc, de plus en plus, et elle a à peu près une trentaine d'années, de plus en plus, nous avons des problèmes sur cette ligne qui isolent ou qui mettent en difficulté les quartiers que sont le bas de Guégué, le haut de Guégué, toute la zone aéroportuaire. Pourquoi? Parce que la ligne qui a été installée là, il y a une quinzaine, une vingtaine, trentaine d'années, commence à se corroder et commence à se rouiller. Donc, systématiquement, nous faisons des travaux de remplacement de ces lignes. Donc, on va faire en sorte que les délestages puissent diminuer par 2 choses. 1, les travaux sur les lignes souterraines, sur les lignes aériennes. Deuxièmement, et c'est très important, nous allons commencer dans les 100 jours le stockage de l'énergie dans 5 postes sources à Libreville. Je m'explique. Là, nous avons de l'énergie. Nous allons installer des batteries de stockage dans 5 grands postes. Antoum, à Bisségué, à Mboé, à Kanda et à la présidence de la République. Quand l'énergie est disponible, il y a des batteries qui accumulent cette énergie. Lorsqu'il y a des travaux sur une ligne, lorsqu'il y a une interruption, lorsqu'il y a la foudre qui vient tomber sur une ligne, en ce moment-là, les batteries peuvent relayer. Ce n'est pas un travail qu'on va réaliser dans les 100 jours, mais qu'on va amorcer dans les 100 jours, parce qu'on doit recevoir, passer les commandes, le temps que ce matériel-là n'arrive. Avec l'amélioration, on attendra au-delà des 100 jours, c'est ça? Bien sûr. Mais c'est une action que nous allons engager dans les 100 jours. Parce que dans les 100 jours, il n'y a pas que les réalisations, il y a aussi l'amorçage de ce nombre d'actions. C'est très important. Je parlerai tout à l'heure des compteurs. Mais la question, c'était dans les 100 jours, monsieur. Bien sûr. Dans les compteurs que nous allons pouvoir, dont nous allons pouvoir parler, un compteur, pour le commander, un compteur d'eau, un compteur d'énergie, c'est 3 mois. Donc dans les 3 mois, je ne peux pas disposer de tous les compteurs. On a 57 000 compteurs qu'on va commander en énergie, 60 000 compteurs en eau qui ne seront pas disponibles le 5 mai. Mais l'action à engager dans l'acquisition des compteurs sera engagée dans les 100 jours. Ce n'est pas l'obtention des compteurs, mais c'est l'action de commande des compteurs dans les 100 jours. Donc voilà concrètement les actions qui vont être mises en place. Vous parlez de ces compteurs, justement. Les 1000, on va dire quoi? Les 117 000, voilà, les 117 000 compteurs intelligents. Vous savez de quoi on parle, sont annoncés comme une révolution. Mais qui va payer la facture de cette installation massive? L'usager ou l'État, finalement? Bon, vous parlez des 117 000 compteurs intelligents, je ne sais pas trop de quoi ils retournent. Ce que je sais, c'est que dans les 100 jours que nous avons prévu de commander 57 000 compteurs d'énergie. Dans les 57 000 compteurs d'énergie, nous avons 5 000 compteurs haute tension pour les industriels. Nous avons 3 000 compteurs
également en prépayé pour les industries. Et le solde, donc à peu près 40 000 compteurs, qui sont des compteurs basse tension à monophasé pour les populations. 57 000 compteurs. Nous avons 60 000 compteurs d'eau. Dans les 60 000 compteurs d'eau, nous avons 10 000 compteurs d'eau, mais dits intelligents, donc en prépaiement. D'accord. Voilà ce que je sais au niveau du ministère dont j'ai la charge. Ensuite, nous disposons aujourd'hui de 500... Mais la réalité de l'installation et facture reste de vis. J'en viens. Nous avons 590 compteurs d'eau qui sont disponibles, hein, qu'on va lancer certainement dans une petite semaine et qui vont aller dans plusieurs centres de l'intérieur du pays, particulièrement et notamment à Lambaréné. Comment se passent les compteurs? La seule société au Gabon habilitée à utiliser les compteurs, à les installer, à les exploiter, à les maintenir, à les remplacer, c'est la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui a l'exclusivité. Même si l'État les achète. Est-ce que vous connaissez une autre société aujourd'hui qui pourrait faire concurrence Mais vous savez très bien ce qui se passe. Votre sourire vous trahit. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons effectivement en face de nous une forme de grugeage de cette notion. La loi est claire. La loi dit que c'est au concédant, n'est-ce pas, à celui qui a concédé, celui à qui l'État a concédé ces infrastructures, et c'est le seul habilité à le faire. La SEEG est appelée à lancer les commandes des compteurs, mais dans la situation actuelle, financièrement difficile, nous avons pris nous en charge, compte tenu du fait que l'eau et l'énergie sont le domaine de la souveraineté nationale, nous avons pris en sorte que les 107 000 compteurs, ça vous faisait allusion, c'est les compteurs, il y a 57 000 compteurs d'eau, d'énergie et 60 000 compteurs d'eau. Nous allons les commander, nous allons les mettre à la disposition de la Société d'énergie du Gabon et nous allons mettre en place une péréquation pour que la SEG nous les rembourse à nous, puisqu'ils doivent, eux, les commercialiser. Et c'est à partir de ces compteurs qu'ils peuvent vendre l'eau et vendre l'énergie. La SEEG ne peut pas gagner de l'argent si elle n'a pas un compteur. C'est leur outil de commercialisation. Voilà un peu le deal que nous avons eu à prendre avec la SEEG, qui financièrement connaît des difficultés, est en train de se redresser. On a emboîté le pas parce que c'est une question de souveraineté nationale. D'accord. Allez, on va se retourner encore vers vous, monsieur le ministre délégué à l'économie. On annonçait 3500 emplois temporaires, finalement. En quoi des contrats précaires, on peut le dire ainsi, de quelques mois répondraient-ils finalement à la crise de chômage structurel des jeunes Gabonais? 3 000 emplois dans quel secteur, si vous pouvez préciser? Nous sommes dans l'énergie et l'eau. Naturellement, si ces emplois seront créés en fonction donc, du volume d'activité qui sera réalisé pendant la période, et naturellement auprès donc, des entreprises qui auront la charge de réaliser les différents projets. Je pense que cette question aurait le mérite d'être posée au ministre en charge du secteur, qui aurait pu mieux développer que moi. Nous avons plutôt une responsabilité transversale. Mais ça tombe bien, pour accompagner les secteurs. Mais le volume, donc, au niveau des emplois, la création des emplois dans le secteur, je pense que c'est le sectoriel en charge qui aurait pu mieux vous répondre. Il est là le sectoriel en place. Merci. Les 3500 potentiels emplois sont divisés en trois strates. La première strate, ce sont les employés des entreprises qui vont être contractés. Donc, ça représente à peu près 1 millier d'emplois. Ces gens travaillent aujourd'hui chez nos prestataires. Ensuite, souvenez-vous qu'on a parlé emploi précaire. Je ne sais pas ce que vous appelez emploi précaire, mais ce sont des emplois. Ce n'est pas forcément dans la durée, monsieur. Non. Bien. Ces entreprises, elles travaillent. Elles existent. Elles ont des chiffres d'affaires qu'elles font. Elles ont actuellement un marché. Donc, ce sont des entreprises qui existent. Ce sont des PME gabonaises qui existent et qui vont avoir un gradient de travail, un volume de travail un peu supplémentaire par rapport à ces urgences qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est le premier millier d'emplois. Ensuite, nous avons, je vous ai dit qu'on va réhabiliter 600 AEV. Les 600 AEV, ce sont les 600 adductions d'eau villageoise. Pour forer un puits, pour le maintenir, il faut à peu près 15 à 20 personnes pour un rig de forage. Donc, quand on prend 600 multiplié par à peu près 15, ça nous amène à un autre millier, grosso modo. Dans ce millier de personnes,
il va y avoir dans le cadre de la décentralisation des jeunes qui vont être retenus dans le cadre de la décentralisation pour maintenir ces forages. Ils souffrent aujourd'hui de deux choses. Personne ne les entretient comme il se doit. La SEG n'est pas dans ce secteur-là parce que ce n'est pas un domaine concédé. Et donc, les collectivités locales vont récupérer certains de ces jeunes pour la maintenance de ces forages et de ces adductions de villageois dans les villages. Donc, ils vont être reconvertis dans les collectivités locales qui vont être prises en charge parce qu'ils ont eu la formation lors des installations. Et enfin, on ne fait pas dans l'eau et l'énergie sans faire des études. Il y a également un domaine d'études qui est extrêmement important. Mais les études on a ce qu'on appelle les APS, les avant-projets sommaires. Les avant-projets définitifs sont plus ou moins terminés, mais les mises en œuvre, c'est surtout les missions de contrôle et de réception. Là également, entre 450 et 500 emplois qui vont être créés. Alors, ça tombe bien, vous parlez d'études, justement. Il y a la réhabilitation de 600 points d'eau en 100 jours. Ça signifie quoi? Livrer 6 points d'eau par jour, si on parle de 600. Est-ce techniquement réaliste ou est-ce une manipulation de chiffres? Ce n'est qu'une réhabilitation. Quand on réhabilite, c'est que ça existe. Et c'est réaliste? Ben, bien sûr. 600 points d'eau ruraux. 600 points d'eau dans le milieu rural. C'est ce qu'on appelle des AEV, adduction d'eau villageoise. Est-ce que ça sera vérifiable, quantifiable? Nous irons sur le terrain. Nous irons sur le terrain. Alors, il y a également la méthode de gestion axée sur les résultats, qui est assez à la mode, hein, mais dans les faits, personne n'est jamais tenu pour responsable de la non-atteinte des KPI. Qu'est-ce qui change cette fois? Bien. Ce qui change cette fois, c'est que déjà observer le gouvernement tel qu'il est fait aujourd'hui. Le chef de l'État a mis en place un gouvernement, nous sommes à peu près 29 membres du gouvernement. Regardez les profils des 29 membres du gouvernement. 55 à 60% des membres du gouvernement viennent du privé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont habitués au challenge, aux objectifs, au compte rendu, mais également, surtout, à la remise en cause permanente. Ce n'est pas subjectif, ce que vous dites, monsieur. Je n'ai pas dit que c'était tout à fait... C'est du concret, là. Mais il faut, vous êtes journaliste, investiguez. Regardez les profils de tous les membres du gouvernement aujourd'hui. Moi, je viens du privé. Et donc, la culture des objectifs, la culture des KPI, les indicateurs de performance, la culture du compte rendu, la culture du résultat, ça fait 40 ans que je l'ai. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'en séparer. Et donc, c'est cette culture-là que le chef de l'État a voulu inculquer au gouvernement, mise en œuvre par le secrétariat général du gouvernement, qui a mis en place des outils pour nous permettre de pouvoir faire du monitoring et de suivre. C'est ça le changement important qui est dans le gouvernement actuel. D'accord. Alors, il y a cette question d'un internaute. Mais personne ne se cachera derrière les faux résultats. Personne. Chacun va passer au peigne fin. Et je sais que votre peigne, il est très, très fin. Et chacun passera justement à GouVactu le MAG, cette émission à l'initiative du secrétariat général du gouvernement. Alors, cette question d'un internaute au sujet des délestages, monsieur le ministre. Sur quelle base sont choisis les quartiers impactés? Très bien. Les quartiers impactés ne sont pas choisis en fonction de quoi que ce soit. On a l'impression qu'ils ne sont pas choisis au hasard non plus. Bon, ça c'est un jugement de valeur qui ne tient pas. Alors, ce que je suggère, c'est que les équipes de journalistes, le jour où nous allons programmer des délestages dans les villes, viennent vous déplacer, vous venez à la Société d'énergie du Gabon. Il y a une salle de commande là-bas qui s'appelle le dispatching. Et vous allez suivre avec eux comment ça se passe. En quoi consiste le délestage? Nous avons, je dis n'importe quoi, 100 MW de disponibles. Il nous faut 300 MW. La justice envers tous voudrait que lorsqu'on dispose de 100 MW seulement sur une période de 10 heures, qu'on essaye de morceler, de partager. Comme un père de famille. Lorsqu'il n'a qu'un bout de pain, il essaie de le distribuer à chacun de ses enfants. Et donc, il y a un plan qui s'appelle un plan de délestage, qui fait en sorte que chacun des quartiers puisse avoir son énergie. Mais monsieur le ministre, il y a un fait. Selon des heures. Il y a un fait qui court. Non, pas forcément, mais on a l'impression que la programmation, les dispatchings ne sont pas respectés non plus. Mais alors, investiguez et venez vérifier. Les plans de délestage que nous mettons en œuvre, sur lesquels nous communiquons, à plus ou moins quelque chose, sont respectés.
Mais venez là où se fait ce dispatching. Il n'y a que comme ça que vous aurez la vérité vraie. Et il se fait où, ce dispatching? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Allez-y, répétez. Monsieur Tibinda. Répétez, s'il vous À plaît. la Société d'énergie du Gabon, il y a une salle de commande qui s'appelle le dispatching. Cette salle de commande n'est pas ouverte à tout le monde, mais je trouverai la permission. Vous pouvez venir avec un pool de... On viendra prendre l'autorisation, monsieur le ministre. Merci. Il suffit d'un coup de fil. Vous irez voir le jour d'une action de délestage comment est-ce que les délestages se font quartier par quartier, zone par zone. Il n'y a pas de zone choisie. Évidemment, il y a des zones stratégiques et névralgiques qui font en sorte que les hôpitaux, par exemple, les hôpitaux, les zones de soins, les pompes funèbres, il y a des endroits qui sont dits prioritaires. Et à en termes d'alimentation. Pardon? La Sablière est un quartier comme tout le monde. Donc, si... Prioritaire comme les hôpitaux ou Absolument. prioritaire? Non, pas prioritaire. Mais prioritairement délestable, vous voulez dire. Voilà. D'accord. Non, Alors, il n'y a pas. Le chef de l'État, quand il prête serment, il s'engage à la fin de son serment, c'est l'article, je crois, 17 de la Constitution, il s'engage à être juste envers tous. L'eau et l'énergie, c'est la justice sociale. D'où le volet universalité. Donc, on ne peut pas se permettre de pouvoir faire des priorités. Oui, des casernes militaires, oui, des hôpitaux, oui, les zones sensibles comme la Cité de la démocratie, où nous avons un certain nombre d'équipements et autres, oui, les casernes militaires, oui, les armureries sont obligés d'être prioritaires. Voilà, donc il y a tout un protocole que nous suivons. si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur GouverActu le MAG, cette initiative du secrétariat général du gouvernement afin que les membres de l'équipe gouvernementale viennent sur ce plateau et vous expliquer l'état d'avancement des projets prioritaires initiés par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Et ce jour, nous parlons de l'accès universel, l'accès à l'énergie et à l'eau. Et nous sommes avec les ministres de l'énergie et le ministre délégué à l'économie en charge du budget. Messieurs, on va parler un tout petit peu des points de friction et notamment des garanties. Allez, la scission de la SEG, en quoi cela consiste-t-il? Quels avantages concrets? Très bien. Merci pour cette question. Pourquoi parle-t-on de scission? Allons-y. Merci pour cette question qui est essentielle. Dans le projet de société du chef de l'État, il y a au pilier numéro 1, qui concerne l'eau et l'énergie, il y a 3 axes. Le premier axe concerne l'eau. Le deuxième axe concerne l'énergie. Et le troisième axe concerne les réformes dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Les réformes dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Le secteur de l'eau et de l'énergie, il n'y a pas que la Société de l'énergie et d'eau du Gabon. Il y a une demi-douzaine de sociétés au sein du secteur de l'eau et de l'énergie. Il y a la SEG, il y a la Société du patrimoine, il y a CETEG, il y a le CNE, il y a Asona, il y a Orenco, il y a Niangou. En fait, on a une demi-douzaine de sociétés dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Mais la face visible de l'iceberg, c'est la Société de l'énergie et d'eau du Gabon, j'en conviens. Donc, il n'y a pas que la SEG. Dans ce secteur, plusieurs de ces sociétés se superposent, se chevauchent. Leurs attributions ont évolué d'année en année. Prenons par exemple le Conseil national de l'eau et de l'énergie. Ce n'est qu'un conseil. Il est peut-être inconcevable qu'un conseil puisse faire du chiffre d'affaires, alors qu'il est là pour conseiller l'État. Donc, d'année en année, le conseil s'est mué en entreprise qui doit faire du chiffre d'affaires et avoir un bilan. Ce n'est pas normal. Donc là-dessus, il a manqué de régulation, il a manqué également de contrôle et de suivi. Nous avons la société qui s'appelle CETEG. Il y aura désormais cette régulation. J'en viens, monsieur. Allez-y. Il y a par exemple une société qui s'appelle CETEG. CETEG fait des activités dans les travaux neufs, mais également des travaux de réhabilitation ou de renouvellement dans l'eau et dans l'énergie. Ce que fait la SEG également. Le CNE fait également dans le secteur de l'eau et l'éclairage public, mais aussi en milieu rural. Alors, les réformes essentielles dans le secteur touchent 3 volets. Nous avons décidé de mettre en place 3 pôles. Un pôle de contrôle et de régulation. C'est le premier pôle où l'agence de régulation du secteur de l'eau et de l'énergie a été, je dirais, remusclée par une loi que nous avons à faire adopter à l'Assemblée nationale. On lui conférera beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'actions, d'intervention et de suivi des conventions, mais aussi et surtout une autonomie financière
Parce que jusqu'aujourd'hui, l'Agence de régulation du secteur de l'eau et de l'énergie est financée en fonctionnement par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Je suis payé par lui et je dois aller le contrôler. Où est la véracité, où est l'objectivité de mon contrôle? Et c'est seulement aujourd'hui qu'on se rend compte? C'est seulement aujourd'hui que j'ai pris la décision de pouvoir changer cela. Donc, ça, c'est une première chose. Et le changement intervient quand, monsieur le ministre? J'en viens. Deuxième chose, il y a que les sociétés qui s'appellent, la société qui s'appelle la SEEG. Pour parler rapidement de chiffres. À fin 2024, elle faisait un chiffre d'affaires de 204 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires, avec des charges d'exploitation de 432 milliards de francs CFA. De 2019 à 2024, aucun compte de cette société n'a été certifié. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que cette société est en faillite. Ensuite, vous avez une société qui a vu son personnel connaître une inflation qui est partie de peu près 1900 à 2000 agents pour être, à fin 2024, à 2650 personnes. Il faut arrêter l'hémorragie. Et cette société, elle est la propriété de l'État gabonais, comme je disais tout à l'heure, à 56% via le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Si la SEEG commercialisait des tomates ou des patates, elle aurait fermé boutique. Mais elle vend de l'eau et elle vend de l'énergie, qui sont du domaine de la souveraineté nationale. Donc le Gabon était obligé de le tenir. La décision qu'a prise le Gabon... Elle est là par défaut, c'est ça? Pardon, à garde-fou. Elle est là par défaut? Sur le plan structurel, il faut savoir que la SEG est une société qui est assez hybride. Ce sont des capitaux publics, à capitaux publics, mais gérés selon les droits OHADA. Donc avec un conseil d'administration, une entreprise qui doit faire du cas. Donc c'est une société tout à fait hybride. C'est la raison pour laquelle l'État a pris la décision de prendre une décision de justice. C'est une décision de justice de la mettre sous administration provisoire. Une administration provisoire est une décision qu'un juge commercial prend pour mettre la société dans une forme d'administration provisoire qui dure 9 mois. Et quel avantage? Et pour faire 3 choses. Quels avantages? Pour faire 3 choses. 1, faire des audits sur la gestion et la gouvernance. 2, voir quels sont les points forts et les points faibles de l'entreprise. Et troisièmement, pour avoir des recommandations pour la restructurer. C'est fort de ces éléments-là que nous allons pouvoir restructurer le secteur de l'eau et de l'énergie et donc faire la scission entre au sein de la SEG. Pour le chef de l'État, et il a parfaitement raison, il faut faire la scission entre l'eau et l'énergie. Produire de l'eau, la transporter, la stocker, la distribuer, la commercialiser, c'est un métier. Produire l'énergie, la transporter, la stocker, la distribuer et la commercialiser, c'est un autre métier. Ce sont 2 métiers différents. Un peu l'exemple camerounais. Un peu l'exemple camerounais. Nous avons fait un benchmarking. D'électricité, est-ce qu'il y a déjà des opérateurs en vue? Absolument. Il n'y a pas d'opérateur en vue. Il y aura la scission de la SEEG qui est en train de se préparer. La SEEG va connaître 2 entreprises. Des commissaires à la scission sont en train d'être sélectionnés. Un travail préparatoire doit être fait, a déjà commencé depuis le 1er janvier. Nous allons pouvoir créer la Gabonaise des eaux, d'un côté, et Électricité du Gabon, de l'autre côté. 2 sociétés complètement différentes, avec des capitaux complètement différents. Avec le risque d'une perte ou des Gabonais qui perdraient leurs emplois? Non, pas du tout. Nous allons tout faire pour que le personnel qui est là aujourd'hui puisse être réparti équitablement entre la société en charge de l'eau. À la SEG, il y a 2 métiers. 2 métiers de base. Il y a les métiers de l'eau et il y a les métiers de l'électricité. Ceux qui sont dans les métiers de l'eau iront vers la société de l'eau. Ceux qui sont dans les métiers de l'énergie iront vers la société de l'énergie. Par contre, il y a des métiers transversaux qu'on appelle les métiers support. Bien sûr. La comptabilité, la finance, le droit, etc., etc. La gestion du personnel. On trouvera le bon partage en termes de péréquation pour que une partie aille à gauche, une partie aille à droite. Donc, la scission nécessite des travaux préparatoires. Il faut faire l'inventaire des actifs immobilisés sur l'ensemble du territoire national. Il faut les valoriser pour aller les matcher avec les comptes qui ont été certifiés. Ensuite, il faut les séparer, ces sociétés, sur le plan juridique. Puis après, il faut aller vers des pactes d'actionnaires. À partir du pacte d'actionnariat que nous avons aujourd'hui, quel est l'actionnaire qui va aller vers l'eau?
quel actionnaire qui va aller vers l'énergie. Tout ça, ça veut dire encore une planification, qui a déjà été faite. D'accord. Non, qui a déjà été faite. Alors, on a un chronogramme. Nous avons un chronogramme qui court de janvier 2026 à janvier 2027. C'est le 15 janvier 2027, de manière effective, que la scission aura bel et bien lieu. Pour cela, il y a 50 étapes différentes. 50 étapes différentes. Il y a 9 étapes principales, 50 actions différentes, distinctes, qui ont été paramétrées, chronométrées et qui sont en cours. Avec cette réalité quand même qui dure depuis que la SEG, Société d'énergie et d'eau, donc du Gabon, nous savons les difficultés justement qu'il y a eu à gérer une société unique. Pourquoi réussirions-nous finalement avec deux entités distinctes? Pourquoi est-ce que finalement il y aurait moins de risques ou justement, on y arriverait alors qu'on n'a pas réussi avec une seule société? Justement, il faut sortir de la lègue confusion qui consiste à faire en sorte que on prend les chiffres d'affaires de l'énergie pour subventionner ou couvrir les charges que l'eau générerait. J'ai dit tout à l'heure que la SEG a 450 000 clients en eau, en énergie, et peut-être 350 000 autres clients en eau, ou alors les mêmes. L'idée, c'est de faire en sorte que l'eau puisse avoir son core business. Les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Botswana et l'Afrique du Sud sont les pays que nous avons pris, 2 pays anglophones, 2 pays francophones, pour faire le benchmarking. Ils ont réussi. L'eau a un coût de revient. Le tout dans une entreprise, c'est de savoir à combien me revient la production d'un litre d'eau. Et j'adapte mes charges en fonction du prix de revient. J'adopte une marge dessus et je sais ce que je vends. La même chose pour l'énergie et l'électricité. Donc, il n'y a pas de raison qu'une société puisse avoir des charges énormes, un chiffre d'affaires très faible et se faire subventionner. Non. Il faut savoir que l'adduction d'eau, l'alimentation électrique est un domaine pour lequel la SEG a eu l'autorisation de l'État pour le faire, moyennant une marge qui se dégage pour pouvoir survivre. Mais il y a des domaines qui ne sont pas concédés. Monsieur Tibinda, dans nos 3044 villages, la SEG n'est pas présente. Mais il faut qu'on amène l'eau. Et c'est la raison pour laquelle, dans le plan d'action que nous avons eu à mettre en place, nous mettons en place des structures, des infrastructures qui vont être gérées par les collectivités locales, qui vont peut-être être amenées gérées par les collectivités locales au moment où la décentralisation n'est pas encore effective. Oh, que si. Le ministère dont j'ai la charge a délégué aux collectivités locales 63 items de nos responsabilités. Je prends un exemple tout simple. Le département... Dans votre secteur, la décentralisation, elle est... Elle est clarifiée. Elle est claire. On attend que le ministère en charge de la décentralisation puisse organiser des séminaires, puisse faire en sorte que les collectivités locales sachent ce qu'ils doivent faire. Mais nous, au niveau du ministère en charge de l'eau et de l'énergie, nous avons déjà délégué un plan de délégation de nos pouvoirs. Alors, une session... Je prends un exemple tout simple. Rapidement, oui. Merci. Dans un département qui a 40 villages, on a 40 pompes pour avoir de l'eau dans ces pompes. Ce ne sera plus le ministère ou la SEG qui ne peut jamais aller là-bas pour aller faire l'entretien ou la maintenance. Nous avons délégué ces infrastructures qui appartiennent à l'État, à la collectivité locale, moyennant un contrat de délégation, et à eux, à charge à eux maintenant, de pouvoir, dans leurs effectifs, prendre 2 ou 3 jeunes qui vont faire de la maintenance de l'ensemble de ces équipements et l'exploitation. Vous voyez, c'est une délégation qui est concrète dans les milieux ruraux, précisément. Alors, on parle effectivement de cette scission énergie-eau. Et en parlant d'eau, il y a cette question, monsieur le ministre délégué à l'économie, d'une internaute. L'accès à l'eau est une obligation, on le sait, une obligation régalienne. Est-il envisageable finalement de réduire le coût de l'eau minérale via par exemple une subvention ou une baisse de taxes pour alléger immédiatement le panier de la ménagère en attendant justement la fin des travaux, au moment où on parle de la lutte contre la vie chère? Est-ce que c'est envisageable, monsieur le ministre? Ce qu'il faut dire, c'est que l'État vit également de ces taxes. Trop de péréquation, c'est demander l'intervention de l'État sur un environnement économique libre. Ça également, demander à l'État d'intervenir, c'est augmenter également les charges de l'État et réduire les ressources de l'État. Donc ce n'est pas la réponse à l'internaute, ce n'est pas réaliste. Pour l'instant, il faut regarder et voir dans quel contexte
comment contextualiser l'intervention de l'État tout en maintenant un niveau maximum donc, de ressources. Pour l'instant, la question vient d'être posée. Il faut regarder, voir quel est le niveau réel de productivité intéressant pour l'État. D'accord. Je pourrais compléter. Allez-y. Oui, allez-y. Parce que la question tout à l'heure était extrêmement importante. Vous voyez, la scission de la Société de l'eau et la Société de l'énergie va faire en sorte que les prix, les coûts de revient de la production d'un litre d'eau vont faire l'objet d'une analyse. À combien je produis un litre d'eau et à combien je peux le commercialiser. Donc, on va amener, la conséquence, ça va être quoi? La révision de la structure de prix. Et forcément, l'agent de régulation du secteur de l'eau et de l'énergie va être amené à faire une révisitation des tarifs de l'eau et de l'énergie au niveau du Gabon, qui peuvent être très avantageux. L'avantage de la scission, c'est qu'on maîtrise les coûts de revient et on peut alors adapter les prix dans ce sens. Nous pensons à faire un prix de l'eau qui sera sur 3 strates. Niveau haut, niveau médian et niveau faible. Allez, on va dire passer à la dernière partie de nos échanges, si vous le voulez bien, en parlant notamment des engagements, des dates et finalement votre vision, l'objectif final, Monsieur le ministre, de l'accès universel à l'eau. Durant les délestages, plusieurs de nos compatriotes, j'en ai fait les frais, soit dit en passant, voient leurs appareils endommagés, voire détruits. Alors, est-ce qu'il y a un dispositif de dédommagement qui est prévu? Parce que beaucoup de Gabonais se lamentent dans ce sens et ne savent plus à quel sein se vouer. D'abord, l'État ne peut pas prendre cela en charge. Ça, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas l'État qui prend ça en charge. L'État a concédé. C'est la SEG qui prend ça en charge? Merci de me préciser. L'État a concédé ses pouvoirs à une société avec qui il a signé un contrat qui s'appelle la Convention de concession, qui exploite nos infrastructures afin de porter un service public de qualité. Dans le cadre de sa responsabilité civile, exploitation, la SEEG a souscrit des assurances. A souscrit des assurances tout risque, a souscrit des assurances RC exploitation, a souscrit des assurances auprès de pôles des assureurs. En principe, il y a au sein de la direction de l'énergie une direction qui s'occupe du contentieux. Et donc, chaque fois qu'un appareil fait l'objet de détérioration du fait de la SEG, encore faut-il le prouver, il n'y a pas de raison qu'un dossier puisse être monté. Monsieur le ministre, les délestages intempestifs ne sont plus approuvés. On sait que derrière tout ça, baisse de tension, les appareils sont touchés à tout va. Très bien. Permettez-moi que je puisse modifier quelque chose. Allez-y. Un délestage n'est pas intempestif, c'est une coupure qui est intempestive. Et une coupure intempestive fait partie de l'exploitation. Et ça, les aléas de fonctionnement sont tels que la SEG s'est couverte, justement, pour répondre à ce genre d'aléas. C'est ça qu'on appelle l'obligation d'assurance. Quand je suis exploitant, je peux provoquer à autrui un préjudice que je couvre comment? En m'assurant. Et la SEG dispose d'assurance, d'assurance responsabilité civile, assurance RC exploitation, assurance, je dirais, tout risque, la globale dommage. Donc, il faut monter un dossier, aller au service juridique de la SEG, qui dispose d'une équipe qui ne gère que les contentieux. Et quelque part, vous inviteriez les Gabonais, s'ils ne sont pas satisfaits, à porter plainte à la SEG? Mais la SEG n'a que ça, matin, midi et soir. Elle gère les plaintes, elle gère des complaintes, comme la SEG aussi porte plainte aux gens qui fraudent. Parce qu'on peut en parler. Les Gabonais sont propriétaires de la SEG, ce sont encore les mêmes Gabonais. Comme j'aime à le dire, vous avez mis 1000 francs dans votre poche un matin, et puis c'est vous-même qui allez encore voler vos propres 1000 francs que vous avez mis dans votre propre poche. Quand les Gabonais fraudent l'énergie, c'est qu'ils se fraudent eux-mêmes. D'accord. Monsieur le ministre délégué à l'économie, si au bout des 100 jours, finalement, les objectifs ne sont pas atteints pour ce qui concerne, par exemple, l'eau et l'énergie, puisque vous travaillez en toute collaboration, seriez-vous prêt à assumer une réduction des budgets de fonctionnement de votre ministère? Non, là on parle dans le cas donc de l'énergie, de l'eau et l'énergie, il s'agit essentiellement d'un accompagnement sur la réalisation des projets. Donc c'est beaucoup plus sur le volet investissement. Okay? Donc nous nous sommes engagés à accompagner le ministère sectoriel en mettant en place donc des budgets d'un niveau soutenable
Et il nous appartient, nous, de mettre en face donc, les ressources nécessaires pour les accompagner. Et à l'aune de l'exercice, nous allons évaluer l'atteinte des résultats. Allez messieurs, nous sommes quasiment arrivés au terme de nos échanges. Le temps est passé très vite, il nous reste quasiment 5 minutes. La dernière question que vous pourrez toujours associer à votre mot de la fin, le 5 mai 2026 marquera la fin de cette feuille de route des 100 jours. Si à cette date, les délestages n'ont pas diminué, que l'eau ne coule toujours pas et que les 90 milliards sont consommés sans résultat visible, lequel d'entre vous ou des différents départements ou des départements ministériels concernés acceptera d'en tirer des conséquences politiques et de remettre sa démission au chef de l'État? Très bien. Mais écoutez, il s'agit du sectoriel concernant l'eau et l'énergie. Nous sommes des hommes responsables. Nous avons la responsabilité de gérer la situation actuelle. Si le chef de l'État a décidé de me conférer à moi le secteur de l'eau et de l'énergie, dont il sait qu'il est en crise, après l'avoir fait de ce secteur le pilier numéro 1 de sa politique, parce qu'il sait que nous devons pouvoir agir. Et on doit agir, et on se doit de réussir. On ne doit pas aller pour dire qu'on ne doit pas réussir. Forcément, nous allons pouvoir réussir, nous allons réussir. Vous vous sentez une épée de Damoclès sur la tête? Oui ou non? Du tout. Pas de pression? Du tout. Par contre, je me sens plutôt responsable des 12 travaux d'Hercule. Et pour les 12 travaux d'Hercule, moi j'ai besoin effectivement du ministère en charge du budget pour m'accompagner. J'ai besoin des sociétés du secteur qui sont engagées à prendre en charge, sur le plan financier, certains de ces projets. J'ai besoin effectivement des financements extérieurs. J'ai besoin de la PID-PIH pour que toute cette batterie d'accompagnement puisse être mise en place. La fiche de 100 jours que nous avons élaborée a fait l'objet d'une analyse stratégique. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont ses menaces? Et quelles sont les opportunités qu'elle présente aux Gabonais? L'une des menaces et l'une des opportunités, c'est la mobilisation des ressources. Monsieur le ministre nous a rassuré tout à l'heure, on doit répondre en toute intelligence par rapport à ça. Et puis, nous ne sommes pas là pour être sanctionnés, nous sommes là pour amener des résultats concrets aux Gabonais. Et moi, je suis de nature optimiste. On se doit de réussir. J'ai encore quand même envie, monsieur le ministre délégué, au-delà des chiffres, quel engagement personnel pourriez-vous prendre ici devant la nation pour garantir que ces échéances seront respectées? Mais l'engagement qu'on peut prendre, je vous ai dit tantôt que nous avons une responsabilité transversale. Avoir une responsabilité transversale, dans le cadre des 100 jours, il n'y a pas que le secteur d'eau et d'électricité. Nous avons le secteur des infrastructures. Nous avons plusieurs responsabilités sur le plan transversal auprès des autres sectoriels. Donc notre rôle est de mobiliser suffisamment de ressources pour accompagner l'ensemble des sectoriels afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs des 100 jours. Voici la mission qui nous est assignée et nous pensons faire le nécessaire pour l'atteindre. Monsieur le ministre de l'Énergie, en tant que lead, c'est à vous que revient le mot de la fin, tout en nous précisant peut-être, et si les résultats n'étaient pas au rendez-vous, non pas que nous soyons pessimistes, nous vous savons très travailleurs, comment entendez-vous finalement assumer votre responsabilité politique face à l'attente des citoyens? Et vous pourrez conclure. Très bien. Merci beaucoup. Les Gabonais sont face à des défis majeurs. Les Gabonais sont face à des inquiétudes, je dirais, légitimes. Les Gabonais sont face à des interrogations sur l'eau et l'énergie. Le chef de l'État, dans son projet de société, a fait de l'eau et de l'énergie sa boussole, sa priorité numéro 1. Il a confié au gouvernement, il a confié au ministère en charge de l'eau et de l'énergie cette mission de faire en sorte que 90% des Gabonais puissent avoir, n'est-ce pas, accès à l'énergie à la fin de son mandat. Que 95% des Gabonais puissent avoir accès à l'eau à la fin de son mandat, donc au bout de 7 ans. Nous avons fait un diagnostic, nous avons mis en place un plan d'action, nous avons quantifié les besoins, nous avons identifié et nous avons paramétré tout ceci pour en faire une loi de programmation. Une loi de programmation, c'est la vision du chef de l'État. Nous devons y aller. Il faudrait maintenant que nous mettons en œuvre par les périodes de 100 jours, les périodes de 600 jours, de 900 jours, dans l'année jusqu'aux 7 ans,
un plan d'action qui soit le plus rigoureux possible, qui soit le plus concret possible, qui soit le plus réaliste possible. Et nous allons le soumettre au peuple gabonais à l'Assemblée nationale afin que les moyens nous soient consentis, que les contrôles soient effectués et que nous puissions sortir de ce marasme qui n'a que trop duré. Ce n'est pas de toute aise que nous vivons ce que nous vivons tous ensemble. Le ministre en charge de l'énergie vit autant de délestage que tous les Gabonais. Mais il faut faire preuve de courage, d'un peu de patience et les choses devraient s'améliorer. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Monsieur Philippe Tonangoy, ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Vous étiez aujourd'hui accompagné de Marc Abeke, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé du budget. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Gouv Actu. Gouv Actu, une initiative, vous le savez, du secrétariat général du gouvernement pour que les membres du gouvernement, justement, concernés par les projets prioritaires édictés par le chef de l'État, viennent vous expliquer l'état d'avancement de ces projets. C'était le cas aujourd'hui de l'énergie et de l'eau. Allez, en termes de rappel, il y a le magazine Gouv Actu, le mag, désormais disponible en PDF sur www.gouvernement.ga. Voilà, merci. Nos remerciements également à tous nos partenaires. Nous pensons le Château Mobilier, immeuble rénovation. Vous appréciez, vous le dites au quotidien, ce décor, vous appréciez ces installations. Eh bien, effectuer le déplacement. Il y a de très très belles choses concernant justement l'immobilier. Merci également à Soho Concept Store. Merci à la direction générale de Gabon Télévision. Merci à l'agence de relations publiques CMcom. Et puis bien sûr, merci au groupe, à Oreb Group. Voilà, Oreb Group. Gouv Actu, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité et votre compréhension et votre accompagnement. On se retrouve au prochain numéro. Bonsoir chez vous.